Lundi 16 septembre 2013, rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, un rendez-vous difficile pour certaines écoles qui n'ont pas fait objet de réhabilitation, exemple du groupe scolaire marché de Port-Boué 2 à Yopougon. Il faut protéger les forêts ouest-africaines, une réalité sur laquelle s'accordent les experts de la CEDEAO dans le domaine. Ils sont actuellement rassemblés à Abidjan. Enfin, au Mali, le nouveau gouvernement s'est réuni aujourd'hui à Bamako, une réunion de prise de contact après sa formation hier. Madame, Monsieur, bonsoir, 19h30, bienvenue sur RTI 2. J-7 pour la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Les préparatifs vont bon train. Inscription dans les écoles, achat des fournitures et tenues scolaires. Un puzzle souvent bien difficile à assembler et le calvaire n'est pas terminé. À cela s'ajoute aussi un autre problème, les établissements scolaires qui n'ont pas fait objet de rénovation. Exemple du groupe scolaire marché de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon. Les détails avec Hamza Diaby. Des tas d'ordures, un garage qui tourne à plein régime, des toits qui partent en lambeaux, une église, des vendeuses ambulantes. Voilà, un décor qui pourrait faire penser à tout endroit, sauf une école primaire. Et pourtant, nous sommes au groupe scolaire marché de Port-Boué 2. On ne peut pas croire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, ces gens d'école-là existent encore. Les enfants sont en train de jouer dans la saleté. Chaque fois, les enfants sont malades. Tu vas à l'hôpital, on parle de fièvre typhoïde, ou bien les enfants ont problème de sang. Mais c'est dû à toutes ces saletés-là. Les classes ne présentent pas un meilleur visage. Du sol au plafond, tout appelle à l'aide. La situation est telle que le responsable de l'établissement ne sait plus où donner de la tête. Tout est abîmé. L'école même ressemble à une poubelle. Les riverains déversent les eaux usées et les ordures ménagères et les ordures du marché derrière les bureaux. L'école n'a pas de toilettes, n'a pas d'électricité. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a point de clôture. Et nous baignons dans un environnement malsain. Accusés d'occuper une partie de l'école, garagistes et opérateurs économiques se défendent. Notre gars n'est pas dans l'école, on est voisins à l'école. On existe depuis 1977. Ce que nous on vit aujourd'hui, vraiment, on ne veut pas ça. En attendant que notre site qui nous est dédié en d'autres soit vraiment fin prêt, qu'on nous restitue notre garage, qu'on a nos camions dans l'école et on met là-bas. L'école n'existe pas sur l'extrait topographique. Le propriétaire, il est en conformité. C'est-à-dire il a tous les papiers. Donc les gens qui ont des trucs aussi qui peuvent nous contredire, qu'ils envoient. Pendant que se tient cet autre combat, les parents d'élèves, eux, envisagent se tourner vers d'autres établissements. J'ai fait tous mes entrées de l'école ici à partir de CP1 jusqu'à la classe de CM1. Bon, je suis devenu chauffeur. Il y a eu deux grands frères. Ils ont fait l'école marché de Port-Boué 2. Aujourd'hui, il y a un qui est électricien. Il y a un qui est mécanicien. Je ne veux plus inscrire mon enfant ici. L'État ivoirien a oublié l'école marché. Lundi 16 septembre, c'est la rentrée scolaire cette année. Une date à laquelle les 820 élèves de cette école vieille de 35 ans viendront encore affronter les dures réalités du groupe scolaire marché. Un tout autre sujet à présent. 1963-2013, l'hôtel Ivoire d'Abidjan est en fête. Le réceptif hôtelier a procédé hier au lancement de la célébration de son cinquantenaire. On retrouve Hamza Diaby. 1963-2013, l'hôtel Ivoire d'hier à aujourd'hui. 50 années d'existence pour ce fleuron des complexes hôteliers en Afrique de l'Ouest. Que de souvenirs. Je vois des images qui me rappellent la Côte d'Ivoire naissante et l'évolution de cette Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant. Je retrouve avec beaucoup d'émotion des endroits, des scènes et des choses que j'ai faites. Et puis en même temps, en tant que quelqu'un qui a plus de 50 ans, je réalise en même temps que beaucoup de choses ont été conservées. À l'occasion de ce cinquantenaire, l'hôtel qui a déjà fait peau neuve affiche ses ambitions. Demeurer le réceptif hôtelier modèle de la sous-région. L'hôtellerie aussi, c'est ça, c'est l'innovation au quotidien. Et c'est pour dire combien cette rénovation vient à point nommé, vient au moment des 50 ans de l'âge des noces d'or de la maison. Et nous comptons sur les autorités pour nous accompagner pour que l'Ivoirien retrouve son village ivoire comme avant
que ce soit la fierté, que ce soit l'icône du pays. Conférences, témoignages et photothèques vont meubler la célébration proprement dite de l'événement qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Comment gérer durablement les forêts ouest-africaines? C'est ce que vont essayer de comprendre les experts environnementaux de la CEDEAO réunis aujourd'hui à Abidjan. Les travaux vont aboutir à l'adoption d'un plan de convergence sur la question. Explication, Michel Digré. La percée fulgurante de la déforestation en Afrique de l'Ouest ces 10 dernières années inquiète. Selon les données statistiques de la FAO, entre 2000 et 2010, les forêts auraient reculé de 19%, soit une perte d'environ 870 000 hectares par an. Toutes les forêts de la sous-région sont menacées par leur exploitation abusive, avec une disparition de près de 900 000 hectares par an. L'appauvrissement et le dépérissement des forêts ont pour conséquence l'érosion des sols, la perte de la diversité biologique, les dommages causés à l'habitat et à la faune et à la flore, et la dégradation des bassins hydrographiques, la détérioration de la qualité de vie et la réduction des possibilités de développement. Avant la réunion des ministres de la CEDEAO pour l'adoption du plan de convergence en vue de la gestion et de l'utilisation durable des écosystèmes forestiers, les experts sont en conclave sur les bords de la lagune ébriée. Partout dans notre sous-région ouest-africaine cohabitent différents types de végétation. Chacun de ces types de végétation, modèle de nos conditions de vie, et constitue notre source d'alimentation et de richesse qu'il nous faut utiliser de façon rationnelle afin que nous-mêmes et les générations futures puissions en bénéficier. En effet, au nombre des recommandations du sommet de Rio, il paraissait important pour toutes les régions du monde d'adopter des modes de gestion durable de nos ressources naturelles et surtout d'en faire une gestion commune, tant nationale que sous-régionale et même internationale. Les forêts et les terres boisées de l'Afrique de l'Ouest couvrent une superficie totale d'environ 72 millions d'hectares. Des journalistes de l'audiovisuel et la presse en ligne de Côte d'Ivoire ont bénéficié récemment d'une formation à Grand-Bassam. Au menu, le traitement de l'information agricole pour valoriser l'agriculture ivoirienne. C'est une initiative du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA. Tout de suite, les explications de Thomas Guessombi. Repositionner l'agriculture comme opportunité de réussite économique et d'épanouissement social par le truchement de la communication. Un défi que se donne le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé WAP. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, qui assure la coordination de ce programme en Côte d'Ivoire, a réuni une trentaine de journalistes, de médias ivoiriens et de représentants d'institutions agricoles à cet effet. Objectif spécifique, faire renaître l'agriculture par les médias. À travers ce séminaire, nous avons voulu que les hommes de médias aient un regard différent sur notre agriculture et comprennent les enjeux, comprennent la nécessité pour eux de pouvoir traiter la question agricole parce que l'agriculture est aujourd'hui le socle de notre économie. Après 4 jours d'échange, les séminaristes disent comprendre les enjeux. Ils s'engagent donc pour tenir le pari de faire en sorte que l'agriculture participe à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Désormais, on va travailler en synergie avec la mise en place du réseau au niveau de la presse écrite, la presse audiovisuelle, pour désormais donc activer, sinon porter encore plus haut le message agricole. Dans la dynamique d'approfondir les connaissances des participants, le projet prévoit des visites de terrain les semaines à venir. Ce soir, on parle également du lancement officiel du concours international de contes pour jeunes talents. Il s'agit de Contes-Cours international qui aura lieu en mai 2014. Mais avant l'événement, une phase nationale est prévue dans 11 pays membres de la CEDEAO. On fait le point avec Franck Quadiou. Si
L'eau qui vient en masse ne remplit pas ta jarre. Ce ne sont pas les gouttelettes éparses d'un crachin qui le feront pour toi. Le son du balafon pour accompagner le discours, pas n'importe lequel. Il s'agit du conte, récit plus ou moins court d'aventures imaginaires dont l'un des plus célèbres dépositaires est Taxi Conteur. Un taxi permet d'aller d'un point à un autre point. Et le conte, C-O-N-T-E, permet aussi de voyager, d'aller d'un point à un autre point. Ceux qui viennent à mes spectacles sont invités au voyage, voilà pourquoi Taxi Conteur. Taxi Conteur, de son vrai nom Adam Adepojou, et la compagnie Naforoba lance le Concours international 2014, un concours de détection de jeunes talents du conte. Et pour cette première édition, 11 pays de l'Afrique de l'Ouest sont en lice. Nous voulons miser sur la jeunesse. Nous savons que si la jeunesse est vraiment éduquée, demain sera un chanteur pour nos pays, pour notre continent. Première phase, les sélections nationales et un vainqueur par pays pour participer à la finale en mai 2014 à Abidjan autour du thème de l'eau. L'eau, parce que si on y prend garde, demain, les hommes, les peuples vont se battre pour la question de l'eau. Ça a déjà commencé dans certaines régions. Et pour ne pas que ça s'empire, il faudrait qu'on puisse véritablement parler de cette question. Le conte, le genre se veut donc porteur de développement durable et le conte court, selon les initiateurs, le creuset de cette nouvelle impulsion. Au Mali, c'est la toute première réunion des ministres aujourd'hui à Bamako, après la formation hier du nouveau gouvernement par le Premier ministre Oumar Tatamli. La nouvelle équipe gouvernementale, faut-il le rappeler, est composée de 34 membres, dont 15 anciens ministres, et de nouvelles figures connues à des degrés divers du grand public. 24 heures seulement après leur nomination, les membres du gouvernement Tatamli viennent au palais de Koulouba pour recevoir leur feuille de route des mains du président de la République. Une feuille de route que les poids lourds de l'équipe gouvernementale semblent déjà connaître par cœur. Faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. On sait qu'il y a la crise du Nord. J'espère qu'on aura une diplomatie qui va non seulement aider les pays, mais aussi à régler ce problème objectivement. Au total, 34 ministres et ministres délégués font partie du nouveau gouvernement malien. Parmi eux figurent 4 femmes, mais aussi 6 membres du gouvernement de transition, dont le général Moussa Sinko Koulibaly à l'administration territoriale ou encore Tieman Hubert Koulibaly au domaine de l'État. Le tout premier conseil des ministres du Mali post-crise s'est tenu ce lundi à Bamako sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, de travail, l'excellence, le goût de l'effort. Le président Ibrahim Boubacar Keïta réaffirme aussi sa volonté de réconcilier les Maliens. Illustration de cette volonté, la nomination d'un ministre de la réconciliation et du développement des régions du Nord. Un acte salué par une frange de la population. Nouvelle offensive de l'armée régulière syrienne pour tenter de reprendre le contrôle de la ville chrétienne de Maaloula, au nord de la capitale Damas. La ville de Maaloula est devenue un enjeu stratégique majeur de par sa situation près de l'axe reliant la capitale à la ville de Homs, dans le centre du pays. À l'issue de violents combats qui ont fait de nombreuses victimes dans les deux camps, la télévision officielle avait annoncé samedi la reprise du village et son nettoyage de tous les éléments terroristes qui s'y trouvaient. Des informations ou mauvaises évaluations. Depuis dimanche, la bourgade est passée sous le contrôle des islamistes qui expliquent haut et fort devant une caméra de fortune la raison de leur présence. On ne tire ni sur les églises, ni sur les civils, on ne vise que ceux qui nous tirent dessus. Les gens, eux, appartiennent à notre famille et notre nation. Les édifices religieux, on n'y touche pas. Nous sommes venus seulement déloger la tyrannie qui a affamé et opprimé tout le peuple syrien.
Des propos contredits toutefois par des témoignages sur les agissements des combattants tels que pillage ou conversion forcée de nombreux habitants qui n'ont pas fui. L'ouverture de ce front fait en tout cas plonger un peu plus les chrétiens syriens dans la tourmente et l'obligation de soutenir Bachar el-Assad se présentant comme leur défenseur. En réponse à l'appel du pape François, ceux de Damas ont prié pour la paix et contre la frappe de leur pays, envisagée mais retenue par Barack Obama. Nous n'avons pas peur. C'est lui qui a plus peur de frapper la Syrie, parce que notre armée est forte et qu'après 2 ans et demi de crise, nous tenons toujours bon, nous sommes vivants et nous prions grâce à Dieu. Les chrétiens de Syrie redoutent une déstabilisation à l'irakienne qui a pratiquement vidé le pays de sa communauté. Voilà, ce journal est à présent terminé. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine, toujours sur RTI2.